We will give the British people a referendum with a very simple in or out choice. 2016, 52% des Britanniques votent pour la sortie de l'Union européenne. Le 29 mars 2017, la première ministre Theresa May envoie à Bruxelles sa demande officielle de divorce. Voici la lettre que m'a adressée Theresa May. Brexit means Brexit, and we're going to make a success of it. Les négociateurs ont dès lors 2 ans jour pour aboutir à un accord. Le Français Michel Barnier négocie pour le compte de l'Europe. On ne résilie pas son abonnement téléphonique. On quitte l'Union européenne après 44 années de relations. Sa mission, mettre en place un traité de retrait avant le 29 mars 2019. Lors de la phase 1, on a réglé la question cruciale des citoyens européens au Royaume-Uni et des Britanniques en Europe. On a bien entendu solder les comptes. Pour que les Britanniques payent leur part, ni plus ni moins. Mais un problème essentiel est resté en suspens, l'Irlande. Avec le Brexit, une frontière surgira de fait au milieu de l'île. Cette limite est certes nécessaire pour protéger le marché unique, mais elle contreviendrait aux accords de paix signés en 1998 entre la Grande-Bretagne et la République d'Irlande. Le retour d'une frontière dure risque donc de réveiller les conflits du passé. N'acceptera jamais, plus jamais, qu'une frontière invisible ou dure divise à nouveau l'île d'Irlande. La phase 1 des négociations était censée résoudre cette question, mais elle s'est avérée inextricable et en définitive, rien n'a été vraiment réglé. On y va. On espère maintenant que la phase 2, où l'on va parler du futur, résolve le problème. Comment? Personne ne le sait. It was not possible to reach a complete agreement today. Mais pour Barnier, une chose est claire. Sans accord sur la frontière irlandaise, pas d'accord de divorce et donc pas de négociation sur l'avenir. On est encore loin, très loin de voir le bout du tunnel. On travaille sur le programme de ce soir. Est-ce qu'on fait assez bien ressortir le fait qu'on fait un traité, et il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de dogmatisme, il y a simplement le fait de donner de la certitude juridique à tous ceux qui sont impactés par le Brexit. On le met, mais on pourrait le rajouter encore une fois, là où on vient de liffer le mot dictat. Donc là, on pourrait effectivement renforcer les exigences liées à la sécurité juridique. Ouais. Okay. Si on voit un instant les phrases qui peuvent être reprises, je pense qu'il y a la phrase dans le contexte de négociation, nous avons besoin de propositions réalistes du Royaume-Uni, implicitement. Réaliste, et il faut que j'ai une phrase du genre je vois bien le blame game qui est joué. Et qui voudrait mettre la culpabilité sur l'Union européenne. Je vois bien la tentation de blame game. Oui, je vois bien la tentation de blame game qui consisterait à faire porter la culpabilité des conséquences du Brexit sur l'Union européenne. Mais on ne va pas se laisser impressionner, certainement pas. Le Royaume-Uni doit avoir le courage politique de faire face aux conséquences de ses propres décisions. Pour bâtir une nouvelle relation avec l'Union européenne, les Britanniques doivent renégocier des accords commerciaux, mais aussi des accords dans toute une série de domaines aussi diversifiés que la pêche, les transports ou la recherche. Tout ça prendra plus de temps que prévu. Is it still your view that you can complete negotiating a free trade agreement by March 2019? I've said, I and others, ministers, have said, made the point in the past that, of course, we start off from a different point from other third countries, as we will be, from other third countries negotiating with the European Union, because we're already a member and already trading with them on a particular basis. Now, that's the view that you hold and the government holds, but the view on the other side of the negotiating table is that the best that's going to be achieved by March 2019 is a scoping of what a free trade agreement is going to cover, and certainly I've met nobody who thinks it'll be possible to negotiate all of the details of that by March 2019. Au début, ils pensaient qu'ils auraient tout négocié pour mars 2019. Et depuis le début, j'ai dit que c'était impossible et qu'il faudrait donc une période de transition.
On a proposé qu'elle court jusqu'en 2020 et j'ai pensé qu'on devait être même plus flexible et envisager de la prolonger de quelques mois. Barnier accordera cette période de transition, mais à certaines conditions. La Grande-Bretagne devra respecter les règles européennes et continuera à payer sa quote-part au budget. Elle aura donc le même statut que les 27, mais n'aura plus droit au chapitre. Pour les Brexiters qui rêvaient de retrouver leur souveraineté au lendemain du référendum, la pilule est dure à avaler. La période de transition est absolument utile pour les Britanniques parce que c'est un temps pour les entreprises de se préparer, un temps pour nous de négocier avec eux la future relation. On a besoin de ce temps. I'm not late, hein? Non, parfait. Never be late. Never be late. UK will leave the EU on the 29th of March 2019. That is the only certainty we have at this stage. It is therefore important all businesses analyze their exposure to the UK and are ready to adapt their logistics, supply chains and contracts. S'il est une entreprise qui a toutes les raisons de s'inquiéter de l'issue des négociations, c'est bien Eurotunnel, symbole du lien qui unit le Royaume-Uni au continent. La plus grande difficulté à laquelle nous faisons face pour l'instant, c'est l'incertitude. Ne pas savoir où ces négociations mènent. 90% de tout ce qui voyage par la route entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale va traverser la Manche. Pour l'instant, il n'y a pas de contrôle douanier entre le Royaume-Uni et le continent. Si, à ce stade, on ajoutait des contrôles, cela exigerait d'arrêter et de fouiller les camions. Et n'importe quel camion est susceptible de transporter jusqu'à 10 000 paquets. Il est évident que nous perdrions en fluidité. Une absence d'accord aurait donc des conséquences sur l'économie des deux côtés de la Manche. Mr. Speaker, the Prime Minister emerged from her Chequers away day to promise a Brexit of ambitious, managed divergence. Could she tell the country what on earth ambitious, managed divergence will mean in practice? Well, it's very simple. We want to deliver on the road to the British people. That means that we will bring back control of our laws, our borders, and our money. Now, of course, that's in direct contrast with the Labour Party's position, who want to be in a customs union, have free movement, and pay whatever it takes to the EU. That would mean giving away control of our laws, our borders, and our money, and that would be a betrayal of the British people. Tandis que les Britanniques tentent d'accorder leur violon sur le type de relations qu'ils bâtiront avec l'Europe, l'équipe Barnier poursuit la rédaction du traité de retrait négocié pendant la phase 1. Car au bout du compte, c'est ce document très détaillé que les deux parties devront signer. Dans le processus de négociation, on a toujours choisi d'avoir un temps d'avance pour donner l'impulsion et conduire la négociation de manière proactive pour être utile. Donc nous, dès l'instant où on avait atteint au mois de décembre un accord sur beaucoup de sujets, principalement les sujets de fond des citoyens, le règlement financier et un cadre politique pour l'Irlande, on a décidé d'accélérer la rédaction d'un texte qui tienne compte de notre accord, et c'est tout ce qu'on a passé en vert avec eux au mois de mars, sur la base de ce texte. Et puis pour le reste, tout ce qui reste en blanc, c'est les points où on doit encore se mettre d'accord. 75% en vert, 25% en blanc ou en jaune. C'est pas du coloriage, hein, c'est derrière les couleurs, ce sont des considérations juridiques très importantes. Et donc, je pense que c'est la bonne méthode pour travailler. Un message, si jamais. Ça, mais vous pouvez le faire en français. Je vais faire si en jamais. français. Celui-ci. Oui. Et d'accord. Oui.
Vous savez, il y aura les caméras, tout ça. Bonjour. Les badges, t'as tes badges? Bonjour. Oui. Toutes les trois. Il faut qu'on aille à... Ah, mon badge du conseil. Ah oui. Nous avons progressé. Oui. Nous avons franchi une étape décisive. Nous avons franchi une étape décisive. C'est maintenant au Conseil européen d'évaluer cette étape, et notamment la période de transition. Oui. Le 23 mars, le négociateur se rend au sommet des chefs d'État qui se réunit tous les 3 mois à Bruxelles. Le Brexit sera l'un des nombreux points à l'ordre du jour. Les 27 examineront notamment le projet de traité de retrait que l'équipe de Barnier élabore depuis plusieurs mois. Je peux dire aussi, dans le respect, de commencer la négociation avec les Britanniques, dans le respect des principes qui sont ceux de l'Union européenne. Ça oui, ça bien sûr, oui. Nous sommes au moment où je vous parle en mars 2018, au milieu du parcours de cette négociation sur le retrait. C'est un sujet extrêmement difficile pour eux parce qu'ils ont un débat interne au sein du gouvernement, un débat interne au sein de la majorité. Il y a un débat politique extrêmement vif entre l'opposition, les libéraux, le Parti conservateur, dans ses différentes composantes, le milieu économique, sans compter la question de l'Irlande du Nord. Donc moi j'écoute tout cela, mais quand je dis « the clock is ticking », c'est parce que je trouve que le temps passe vite. C'est pour cette raison-là que nous avons choisi, pour accélérer et pour faciliter la négociation, de mettre sur la table un projet de traité complet sur lequel nous travaillons maintenant avec les Britanniques. Dans ce cadre, nous commencerons la négociation. La discussion, oui. Point. Et après, on y va. Ouais. Après, on vous pousse. Non, je ne vais pas rester. On vous pousse et on vous tire. Ce sommet était censé être un moment charnière, mais Theresa May débarque à Bruxelles avec une actualité qui retient soudain toute l'attention des médias. 2 anciens espions russes viennent de se faire empoisonner en Angleterre. Que répondront les 28 à Poutine? Et comment répliquer à Trump qui, fidèle à sa politique isolationniste, impose des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium? What I'll be working with my fellow EU leaders today on is to see how we can secure a permanent exemption for the EU for those steel tariffs, and we'll be talking about what the next steps might be. Thank you. L'Union européenne à 28 va passer à 27. Les Britanniques, au lieu d'utiliser le levier d'influence que constitue l'Union européenne pour leur propre influence, vont se retrouver solitaires. Nous franchissons aujourd'hui une étape décisive dans cette négociation difficile et extraordinaire. Aujourd'hui, le Conseil européen auquel je vais rapporter l'état de notre travail avec le Royaume-Uni. Ce jour-là, les 28 aborderont ensemble l'actualité internationale, puis une fois à 27 pour parler Brexit, ils définiront avec Barnier les nouvelles directives pour la négociation à venir. Jusqu'ici, ce divorce semble avoir rapproché les États européens. Mais qu'en sera-t-il par la suite? En parlant commerce, les intérêts nationaux risquent de prendre le dessus. Est-ce que pour l'instant, d'après les discussions que tu as faites, est-ce que tu as une idée sur quel sera le projet pour les relations futures? Est-ce qu'il y a des choses que tu as senties en discutant avec les États? D'abord, on a demandé aux Britanniques hier, comme tu sais, j'étais à Londres, où j'ai vu Theresa May, et j'ai dit, dites-nous ce que vous voulez. Dites-nous. Vous connaissez ce qui n'est pas négociable pour nous, l'intégrité du marché intérieur, les 4 libertés, l'autonomie de décision des 27. Vous avez vos propres lignes rouges, est-ce que c'est toujours les mêmes? Dites-nous ce que vous souhaitez. Et le plus tôt vous ferez votre choix, mieux ça vaudra. Il y a une autre chose qui soulève des questions, c'est sur l'unité des États membres, concernant les relations futures. Oui. On a de plus en plus le sentiment qu'il n'y a plus vraiment d'unité. Ou que certains pays poussent vers certains projets de coopération avec la Grande-Bretagne, d'autres vers d'autres projets. Oui, je l'aurais dit hier, vous perdez du temps et en même temps vous risquez de diviser les 27. Donc s'il y a trop de division des 27, il n'y a pas d'accord à la fin. Assurer l'unité des 27, c'est capital. Barnier parcourt donc l'Europe de long en large. C'est d'autant plus important que les Britanniques cherchent de leur côté à négocier des accords commerciaux en tête-à-tête avec les différents chefs d'État.
pense que l'unité qu'on a construite et que je cultive tous les jours, moi j'ai l'espoir que les dirigeants européens l'utilisent pour un agenda positif et peut-être aussi pour réduire ou limiter les dissensions qu'ils ont par ailleurs. C'est un long chemin, comme il y en existe beaucoup dans ma région de Savoie. J'y suis habitué. Les chemins sont escarpés, il y a des fossés, il y a des pierres qui peuvent tomber, il y a des trous, donc il faut faire attention. Il faut faire attention aux marches, il faut garder son souffle, il faut toujours regarder le sommet parce que ça vous permet d'espérer, de tenir le long d'un long chemin. Или една грешна стъпка в преговорите са милиарди загуби. Un faux pas au cours des négociations coûterait des milliards en pertes. И за Съюза, и за Великобритания. Tant pour l'Union européenne que pour le Royaume-Uni. Това са два огромни кораба, които ако не ги разминеме правилно. Ce sont deux navires énormes et s'ils n'arrivent pas à se croiser, si on n'arrive pas à faire en sorte qu'ils se croisent, ce sera le Titanic pour l'Union européenne. Така че никакви чувства не трябва да се хранят. И емоции. Keer quoi? Folketingsmedlemmer. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, oui, membre de l'Assemblée. Ouais. Du peuple. Folk, c'est le peuple. Allez. On va dire ça. Si vous voulez ajouter une phrase, il faut dire godt å være i København. C'est ça, non. Ce que j'ai constaté en rencontrant chacun des 27 chefs d'État et de gouvernement depuis plusieurs mois, en rencontrant les parlements nationaux, devant desquels je vais pour des auditions, les syndicats dans chaque pays, les patronats, c'est que le Brexit, mais pas seulement le Brexit, la nouvelle attitude américaine à l'égard de l'Europe, la situation géopolitique avec la sécurité, les attentats, les troubles ou les guerres qui sont à notre porte juste de l'autre côté de la Méditerranée, tout ça crée un contexte d'électrochoc, de responsabilité. Μας ανησυχεί η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την έννοια ότι βλέπουμε όλο και πιο συχνά να αναπτύσσονται τάσεις εθνικής αναδίπλωσης αλλά και εμφάνισης ακροδεξιών, ρατσιστικών, εθνικιστικών μορφωμάτων και αυτό το θεωρούμε ότι είναι αποτέλεσμα απομάκρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το κοινωνικό κεκτημένο και από τις πολιτικές εκείνες που κατέστησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση ελκυστική. Moi, je ne vais pas vous dire que tout est parfait à Bruxelles. Hein. Je pense notamment qu'il y a eu un certain nombre de faiblesses dans les 30 ans passés. La question qu'on doit se poser comme citoyen ou comme politique, c'est par rapport à tous les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que Grecs ou en tant que Français. La pauvreté dans le monde, notamment en Afrique, le changement climatique, les migrations, l'instabilité financière et la spéculation mondiale, le terrorisme. Comment on se défend par rapport à tous ces défis globaux? Est-ce que c'est chacun chez soi, derrière ses frontières nationales, ou est-ce que c'est en créant une masse critique suffisante, qui n'est pas parfaite, qui a commis des erreurs? Et moi, je pose cette question tous les jours. Je me pose cette question en tant qu'homme politique. Et ma réponse à moi, aujourd'hui, c'est pour faire face à ces défis, il vaut mieux être ensemble que chacun chez soi. Printemps 2018. Barnier attend toujours le plan britannique sur la relation future. Au début des négociations, Theresa May s'était montrée impatiente d'aborder cette étape. Mais paradoxalement, à Londres, c'est silence radio. Jeremy Corbyn! Mr. Speaker, the divisions in the cabinet mean there's been no progress in negotiations for 5 months. The reality is the cabinet is more interested in negotiating with each other than it is with the European Union. If the Prime Minister cannot even convince her own cabinet of a strategy, what chance does she have of convincing 27 other European countries? Pas facile pour Theresa May de définir une vision claire sur la future relation. Elle doit affronter l'opposition qui veut rester dans l'union douanière
les pro-européens de son parti qui veulent revenir en Europe, les Brexiters qui rêvent de se tourner vers les États-Unis et le DUP qui empêche de résoudre la frontière irlandaise. C'est tout simplement mission impossible. Le défi de Theresa May, si je me mets un instant de son côté, c'est de limiter les conséquences du Brexit avec les lignes rouges britanniques, les leurs. Ils ne veulent plus de la Cour de justice, ils ne veulent plus de la liberté de circulation, ils ne veulent plus le cadre réglementaire européen, ils ne veulent plus de politique européenne commerciale unique, et ils ne veulent plus respecter les règles que nous fixons ensemble, et avec eux d'ailleurs depuis 44 ans. Okay. Étant donné ces lignes rouges, quel type de relations les Britanniques peuvent-ils espérer avec l'Union ? Opteront-ils pour un scénario dit canadien qui leur permettrait de développer leur propre politique commerciale ou un scénario norvégien qui préserverait leur accès au marché unique? Quand on regarde les relations que nous avons avec des pays tiers, qui ne sont pas dans l'Union, on a différents types de relations. La Norvège, par exemple, est sur la première marche après les membres de l'Union, puisqu'ils ont accepté d'être dans le marché unique, qu'ils font partie, le marché norvégien est une partie du marché européen, ils ont les mêmes règles que nous, ils ont accepté la liberté de circulation des personnes, ils ont accepté de payer au budget européen le prix de la solidarité, et ils appliquent nos règles, sans les élaborer. Bon. Et puis, vous avez d'autres types plus ou moins intenses, en dégradant. Les lignes rouges britanniques, elles ferment certaines portes, mécaniquement, elles laissent une seule porte ouverte, celle d'un accord de libre-échange, qu'on appelle un Free Trade Agreement, comme nous l'avons signé avec le Canada récemment. Nous finissons une négociation avec le Japon, on l'a fait avec la Corée. Entre le scénario canadien et le scénario norvégien, il y a le scénario suisse. C'est vers ce type d'accord à la carte que les Britanniques lorgnent. C'est évident que la relation de la Suisse avec l'Union européenne est surtout une relation commerciale. Il y a 320 000 frontaliers, français, italiens, allemands, qui viennent travailler tous les jours en Suisse. Aujourd'hui, nous avons un échange de 2 milliards d'euros en marchandises et en services par jour. C'est juste énorme. Mais après, elle se développe dans d'autres domaines. Nous sommes dans Schengen et Dublin. Nous sommes un pays associé. Les Suisses ont refusé par référendum d'entrer dans l'Union européenne. Depuis, leur gouvernement ne cesse de négocier des accords bilatéraux de plus en plus larges avec l'Union. Monsieur le directeur, monsieur le professeur, merci. Je pense qu'une des préoccupations essentielles de l'Union européenne, c'est de sauvegarder l'homogénéité du marché, du point de vue juridique, mais aussi après du point de vue de l'application des règles. Nous avons toujours eu une relation fondée sur ces règles, mais avec une géométrie variable dans l'application qui était quelque part tolérée. On ne va pas refaire ça. On l'a fait une fois parce que c'était un cas particulier. La Suisse accepte la liberté de circulation. Donc, des choses que les Britanniques ne veulent pas accepter, mais nous sommes maintenant dans l'idée d'avoir des accords globaux. Si on suit la proposition de Theresa May, qui n'a aucun concept global, alors on se retrouve face à une inflation d'accords. Avec les Suisses, par exemple, on a plus de 180 accords. C'est un chaos, et on ne veut plus reproduire ce chaos avec la Grande-Bretagne dans le futur. Les Britanniques, qui espéraient négocier un accord à la carte, se heurtent aux lignes rouges européennes et peinent donc à remettre une proposition concrète. Barnier, qui court derrière le temps, s'attaque alors aux multiples autres aspects de la négociation. Au moment où je vous parle, nos positions sont extrêmement éloignées. On voit bien que les Britanniques demandent à bénéficier dans l'avenir de tous les avantages de l'Union. Et c'est le cas dans tous les domaines où nous lisons des papiers britanniques actuellement. La relation économique, la sécurité extérieure, la sécurité intérieure, les sciences et l'innovation, les transports, les échanges de données. Le Royaume-Uni souhaite un accès privilégié à l'information de l'Union, à la fois pour savoir, en termes de renseignement, et pour influencer. Ils se mettent sur le même niveau que l'Union européenne. Du coup, on donnerait à un pays tiers plus de pouvoir aux ministres britanniques, plus de pouvoir que n'en ont les ministres de l'Union. Et ça, c'est pas possible. On n'osait plus y croire. En juillet, Theresa May réunit ses ministres dans sa résidence de Chequers. Elle va enfin exposer son plan pour le futur avec l'Europe.
la négociation aborde un tournant décisif. Nous avons appelé de nos vœux depuis plusieurs mois les Britanniques à nous dire quel est leur projet, comment ils voient les choses après le Brexit, après le divorce. Donc le simple fait que le gouvernement britannique se mette d'accord pour nous exprimer une vision, une demande, c'est un point positif. Theresa May propose une zone de libre-échange avec l'Union européenne. Pour assurer la continuité du commerce, les Britanniques observeront certaines règles européennes sur les marchandises. Pour contourner la question irlandaise, Theresa May propose tout simplement de laisser les douaniers de Sa Majesté contrôler les biens qui passent la frontière vers l'Irlande et encaisser les taxes douanières au nom des Européens. Le Royaume-Uni nous dit « Faites-nous confiance, ouvrez-nous un bout de votre frontière, celle sur l'île d'Irlande, et nous la garderons pour vous. » On se placerait, nous, dans une situation de dépendance totale à l'égard d'un acteur dont les intérêts, bien compris, est de concurrencer l'Union européenne. Je veux dire, c'est évidemment impensable. D'autre part, le Royaume-Uni serait libre de décider des règles applicables aux services et à la circulation des travailleurs. Et comme ça, toutes les productions britanniques rentrent dans le marché unique librement, mais quand on voit le produit, quelle que soit la nature de ce produit qu'on a entre les mains, on sait bien que dans un produit, dans un téléphone, dans une voiture, dans un avion, il y a une grande partie de la valeur de ce produit qui est liée au service. Donc être aligné sur les biens, mais pouvoir diverger sur les services, ça serait contradictoire avec les intérêts des entreprises de l'Union européenne. Parmi tous les points du plan proposé à Chequers, il en est un qui est hautement symbolique. Theresa May retire la Grande-Bretagne des accords de pêche. Elle honore ainsi les promesses faites lors du référendum. Par contre, elle veut rester dans certaines agences européennes comme Europol ou garder de bonnes relations avec Euratom. Dans Chequers, il y a des demandes qui reviennent à faire du cherry picking, c'est-à-dire pour les Britanniques à dire on prend ça parce que ça nous convient et on ne prend pas ça parce que ça nous contraint. Chequers est quelque part la tentative du Royaume-Uni de sortir et de rentrer par la petite porte sur certains domaines précis. Chequers est pour l'Union européenne pas acceptable, précisément parce que l'Union européenne dit, elle nous le dit aussi, on n'entre plus par la petite porte. Soit on reste dehors, soit on entre par la grande porte. Barnier dit en quelque sorte aux Britanniques « Plus question de manger à la carte comme l'ont fait les Suisses depuis des années. Choisissez parmi nos menus. » À l'évidence, le plan de Chequers ne lui convient pas. Mais il ne convient pas non plus aux Brexiters du Parti conservateur. Le lendemain de la rencontre de Chequers, David Davis et Boris Johnson démissionnent. Mais le plan de Theresa May paraît tout aussi fantaisiste aux conservateurs pro-européens de son parti, qui cherchent coûte que coûte à garder un lien avec le continent. Le seul moyen d'obtenir la paix et la prospérité en Irlande du Nord est d'atténuer les dégâts provoqués par une sortie de l'Union. Appelez cela comme vous voulez, c'est le marché unique, c'est l'union douanière. Et l'idée que nous pourrions décrocher un accord parfait où nous aurions tous les avantages du marché unique, mais sans la liberté de circulation, où nous profiterions des bienfaits de l'union douanière, mais serions en position de négocier nos propres accords commerciaux, c'est juste un conte de fées. Malgré les critiques venues de toutes parts, Theresa May s'accroche au plan de Chequers. Elle tente donc de contourner le négociateur européen pour convaincre un à un les principaux chefs d'État. Au sommet extraordinaire de septembre à Salzbourg, Donald Tusk confirme au nom des 27 le rejet de la proposition britannique. Il la juge inapplicable. Elle met en danger l'intégrité du marché unique et de l'union douanière. Yesterday, Donald Tusk said our proposals would undermine the single market. He didn't explain how in any detail or make any counter-proposal. So we are at an impasse. Vu l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations, Theresa May prépare son pays à affronter le no deal, le divorce sans accord. Je trouve légitime, du côté britannique comme du côté européen, qu'on se prépare à cette situation que nous ne voulons pas, mais qui peut se produire si les Britanniques décidaient de demander des choses impossibles ou de refuser ce que nous proposons. À 4 mois de la date fatidique,
le cauchemar tant redouté semble de plus en plus probable. Sans accord le 29 mars 2019 à 23h, heure de Greenwich, plus aucun avion britannique ne pourra atterrir sur le continent. Il suffirait qu'on augmente de 70 secondes les contrôles douaniers sur les camions à Calais ou à Douvres, et les voilà soudain immobilisés pendant 6 jours. Si bien que le Royaume-Uni risque de manquer de médicaments et de nourriture. Côté européen, les conséquences ne seraient pas moins inquiétantes. Qu'adviendra-t-il des citoyens européens au Royaume-Uni? Quel futur pour des entreprises comme Airbus ou l'industrie automobile? Quid de la pêche ou du trou dans le budget européen? Martin Selmayr, le secrétaire général de la Commission, travaille depuis longtemps au scénario du pire. I would like to underline in this case, we would also have no contribution, no financial contribution from the United Kingdom for the rest of the MFF. The United Kingdom would not pay a cent, and we would have no instrument to force them to do it. National legislation will then also have to be prepared to draw the consequences of the fact then that the UK is suddenly a third country. We can only say to companies and to financial actors, if there is a no-deal scenario, we cannot guarantee you that everything will stay as it is today. There will be big changes also for the European Union companies, of course. On the Irish border, this is very sensitive, that's why I ask whether this is live or not. Let's be very clear, if there is no withdrawal agreement, there will be a hard border. Then, of course, this is the worst of all scenarios. So for Ireland, for this situation, it would be very tough, and that's why we need to do everything possible to prevent that. Il faut faire vite. Octobre est la dernière limite pour aboutir à un accord. Barnier relance donc les négociations, désormais menées côté britannique par Dominic Raab. We need to complete the protocol on Northern Ireland and Ireland. We must meet our joint commitments through the overall future relationship between the UK and the EU, which will provide a substantive, lasting solution. Michel, we've got work to do. Octobre défile à toute vitesse et on est loin d'avoir atteint le bout du tunnel, car on bute encore et toujours sur la question irlandaise. De plus en plus secrète, les négociations se focalisent maintenant sur le backstop. En fait, c'est pas un backstop qu'ils ont proposé, eux. Exactement. Non, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ce que vous avez dit aussi. Je l'ai dit aussi. Oui. C'est ça, un backstop. Voilà. Ouais, comme on dit, backstop means backstop. Tout le monde a compris ça, et la référence au Brexit means Brexit. Mais Si on reparle backstop, c'est parce que le plan Chequers n'a pas résolu la question irlandaise. Et Barnier est très clair. Sans backstop, sans cette assurance qu'il n'y ait plus jamais de frontières terrestres dures, pas d'accord de retrait. Pour sortir de l'impasse, le négociateur fait pourtant un geste. Il reprend et adapte une ancienne proposition britannique qu'il avait rejetée quelques mois plus tôt. Nous sommes parvenus à établir l'idée d'un territoire douanier unique entre le Royaume-Uni tout entier, y inclut l'Irlande du Nord, et l'Union européenne. Donc d'avoir le même territoire douanier, ce qui limite évidemment la nécessité des contrôles. Voilà pour l'aspect douanier. Mais il faut aussi s'assurer du respect des normes européennes sur les produits. Oui, monsieur Barnier, c'est ça. Il n'est pas question que des poulets chlorés américains arrivant au Royaume-Uni après le Brexit dans le cadre d'un accord de libre-échange entre États-Unis et Royaume-Uni entrent en Irlande du Nord qui serait dans notre marché unique. Donc il nous faut des contrôles. C'est ça le problème de l'Irlande du Nord. Il nous faut des contrôles quelque part pour prévenir l'importation dans notre marché unique de produits dont nous ne voulons pas. Sans le dire comme tel, Barnier propose que l'Irlande du Nord reste en quelque sorte dans le marché unique et l'union douanière. C'est une idée à laquelle le gouvernement britannique se résout, parce qu'il voit bien qu'entre son engagement pour le Good Friday Agreement, pas de frontières, son engagement de sortir du marché unique, de sortir de l'union douanière, c'est une quadrature du cercle. La proposition est sur la table lorsque le DUP se rend à Bruxelles. Comme 9 mois plus tôt, le parti unioniste s'inquiète du backstop qui lierait l'Irlande du Nord au marché unique et l'éloignerait du reste du Royaume-Uni. Le backstop est pour nous incroyablement difficile à avaler. Et tout backstop qui sépare l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni, constitutionnellement et économiquement, soulève à nos yeux des problèmes énormes qu'il ne faut pas négliger. Mais le backstop est aussi fortement critiqué par les Brexiters. Ils y voient un piège qui les empêcherait de véritablement sortir de l'Union.
He himself, Sir Desmond Swayne. Original technical proposal and the facilitated customs agreement have both been rejected. So what can she conceive that might be brought forward to solve the Northern Ireland problem in the next 2 or even 3 years? The Irish border issue has remained the singular problem for the divorce. All I can say is that we have not reached an agreement on those issues. The backup plan for avoiding a hard border between Northern Ireland and Ireland is still a real sticking point. On est déjà en novembre. Michel Barnier et Theresa May n'ont pas le choix. Il faut tenir compte du DUP et retravailler le backstop. Barnier assouplit donc ses exigences de contrôle en Irlande du Nord. Après des semaines de travail acharné et quelques nuits blanches, les équipes techniques britanniques et européennes tombent d'accord. Le traité de retrait qui faisait 120 pages en février va soudain quintupler de volume. Il compile toutes les clauses du divorce, la question des citoyens, la facture et l'Irlande. C'est le texte. Dernière version. Ok. Alors, allons-y. Over the last few weeks, we have worked with the UK on the basis of their proposal. Hein? Oui. We agreed, therefore. Oui. Ah, c'est la première fois que je vois le texte. Combien d'articles? Il n'y en a qu'un seul. 185 articles, 583 pages. Oh là là. Eh ben, sacré pavé, hein. Nous avons augmenté le volume de ce traité parce qu'on y a ajouté, à cause du backstop irlandais, des conditions, parce qu'on ne va pas faire un accord offrant un territoire douanier commun avec pas de tarifs et pas de quotas pour les marchandises sans qu'il y ait des contreparties sur les aides d'État, sur les règles environnementales. Donc on a été obligé de mettre tout ça dans le traité, ce qui était un travail gigantesque. D'habitude, ça prend 1 an ou 2 de faire ça. On l'a fait en quelques semaines. Le traité est prêt, mais Theresa May doit encore convaincre son gouvernement qu'il s'agit du meilleur et du seul accord possible. Il lui faudra passer en force, car il y a urgence. Nous sommes le 14 novembre, la journée sera longue. Au 5e étage, on attend fébrilement un message de Londres. C'est une très longue attente, toute la journée, parce que nous savons bien que la discussion est très difficile pour Theresa May, certains ministres démissionnent. Donc tant que nous n'avons pas reçu l'information que le gouvernement britannique a approuvé et soutenu Theresa May, nous sommes inquiets parce que tout ce travail que nous avons fait, si le gouvernement britannique doit le refuser, ça veut dire qu'il faut le refaire, qu'il faut reprendre les choses et ça sera toujours plus difficile. Donc 2 docks en plus avec 2 côtes et j'appelle maintenant le 13e. Brexit stalemate continues, Lara. Because we need to say to the public, Dominic Raab is not here. Hello, Stuart. Dans un quart d'heure. Fingers crossed. Fingers crossed. Ok, quelqu'un prévient le 13e vite. Non. On a un deal. Donc dans 30 minutes, on publie et on fait un press statement. Ok. Donc on va annoncer ça. Marco t'envoie tout ce qu'il faut. Ça va? D'accord, je prépare le statement. Ciao. Ça marche, on fait ça. On fait ça. Ça va marcher. Ok. Bon. Voilà. Bon. Félicitations. On a bien fait ça. Oui. Voilà. The Cabinet has just had a long, detailed and impassioned debate. The choices before us were difficult,
But the collective decision of Cabinet was that the government should agree the draft withdrawal agreement. This is a decisive step. Moi, je suis plutôt quelqu'un de retenu et de sobre, hein, mais je suis très heureux pour toute l'équipe. Et dans mon équipe, il n'y a pas ce jour-là, même s'il y a des cris de joie, parce que c'est quand même un soulagement et l'aboutissement d'un travail incroyable et puis d'une tension pendant des jours et des nuits. Allez, monsieur Mounier. Voilà. Bon. Nous savons bien que ce n'est pas la fin de l'histoire, qu'il y a encore beaucoup d'étapes, le Parlement, des deux côtés d'ailleurs. Mais le fait que le gouvernement britannique approuve ce texte, c'est extrêmement important pour nous et ça explique aussi la satisfaction de l'équipe. Hein. Mesdames et messieurs, voilà ce projet d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Quel est mon sentiment aujourd'hui? Sûrement pas de l'autosatisfaction. Sûrement pas. Mais nous avons beaucoup et bien travaillé. C'est pour cela que j'ai voulu dire un mot de remerciement à l'équipe exceptionnelle que j'ai l'honneur d'animer. Donc oui, nous sommes fatigués, ça c'est sûr. Mais j'espère que nous le cachons bien. Le sentiment d'une étape très importante, parce que ce qui est pour moi beaucoup plus important, c'est la future relation avec le Royaume-Uni. Le plus dur reste à faire. Le traité rédigé par Barnier doit maintenant passer l'épreuve des parlements britanniques et européens. Le 15 janvier, c'est au tour de Westminster d'ouvrir le feu. Si les députés entérinent l'accord, les Britanniques pourront divorcer de façon ordonnée. Ils auront dès lors droit à une période de transition de 2 ans pour préparer leur future relation. Sinon, nobody knows. Mr. Speaker, Parliament gave the people a choice. We set the clock ticking on our departure. The time has now come for all of us in this House to make a decision. We each have a solemn responsibility to deliver Brexit and take this country forward. A vote against this deal is a vote for nothing more than uncertainty, division, and the very real risk of no deal or no Brexit at all. C'est une surprise, non? On ne sait jamais. On espère quand même. Il y a quelques mois, je pensais qu'elle pourrait gagner à quelques dizaines de voix. Mais là... Order. Order. The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. The ayes to the right, 202. The noes order. 230. 432. So the noes have it. The noes have it. Unlock. La défaite la plus grande dans l'histoire récente remonte à 1924, c'était 266. It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. It's now for the UK to tell us the next steps. And on our side, we will remain united and determined to reach a deal. Has your work been useless for work for 2.5 years? Ce vote, c'est un vote de rejet, avec les additions de rejet, le DUP, les Brexiteurs, le Labour, les Remainers, tous ceux qui, pour des raisons extrêmement diverses, voulaient s'opposer à ce vote ou s'opposer à Madame May, mais ça ne crée pas une majorité positive. This could have happened already 1.5 years ago. He's trying to find a common ground in the interest of the European Union, well, and there in the interest of the UK. I spoke last week with Leo Varadkar. He was on a meeting in Bavaria. I can imagine that he is strongly considering, am I now forced to build up a border control between
Ireland and Northern Ireland. I mean, you cannot ask the Irish Republic to leave the European Union along with the United Kingdom just to avoid a hard border. So that is, of course, not an option. So they have to reconsider. They have to reconsider. Maintenant, la seule issue pour éviter le no deal, c'est que les partis politiques se parlent et que Mme May accepte d'évoluer sur certains points pour construire une majorité positive. On ne peut pas la construire à sa place. Brexit means Brexit. Backstop means a backstop. And we're going to make a success of it. Aujourd'hui, jamais le risque d'un no deal n'a paru aussi élevé. Les Britanniques s'étaient imaginés pouvoir quitter facilement cette Europe, dans laquelle ils ne s'étaient d'ailleurs jamais totalement engagés. Ces négociations ont eu le mérite de leur révéler à quel point leur pays dépendait du continent. Côté européen, ce divorce aura contribué à l'unité des 27 gouvernements. Mais qu'en feront-ils? Il faut regagner la confiance de ces millions de citoyens qui se sentent loin, très loin de Bruxelles. Le temps presse, the clock is ticking.